Avec ce vidéo, je débute la partie du chapitre 42 de mes notes de cours qui correspond à la section 4.3 du livre de Séguin, section intitulée La force sur un fil dans un champ magnétique. Avant de répondre à des questions ou de résoudre des solutions, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans mon résumé. Juste avant, dans la table des matières des résumés, je prends quelques instants pour vous rappeler qu'au chapitre 41, le premier chapitre sur le magnétisme, on avait vu qu'il existait une force magnétique sur une charge en mouvement dans un champ magnétique. Bien évidemment, lorsqu'on est dans un fil dans lequel circule un courant électrique, bien lorsqu'il existe un courant dans un fil électrique, ça veut dire qu'il y a des électrons qui se déplacent dans ce fil-là. Donc, il y a des charges qui se déplacent. Donc, les charges qui se déplacent à l'intérieur du fil électrique, basées sur le chapitre 41, vont subir une force magnétique. Et ces électrons-là sont dans le fil, donc le fil va ressentir une force magnétique. Donc on peut calculer, trouver une façon de calculer plus rapidement plutôt que d'étudier chacun des électrons qu'il y a dans le fil, de calculer la force magnétique qui existe sur l'ensemble du fil parce qu'il y a des électrons qui circulent dans le fil. Chapitre 42, on va donc voir qu'il y a une force magnétique dans un fil électrique lorsque ce fil est dans un champ magnétique. À la première page du résumé du chapitre 42, on va voir la façon de calculer la force magnétique qui ressemble un peu à ce qu'on avait au chapitre 41. C'était Q fois V fois B. On faisait le produit vectoriel qu'on remplaçait, si on veut, ou pour lequel on réalisait une règle de main droite. Ben, pour le fil électrique, on va avoir un peu la même chose. La force magnétique, au lieu d'être Q qui était des coulombs, ça va être I qui est des coulombs par seconde, des ampères. V va être remplacé par petit vecteur L qu'on va voir qui va correspondre à la longueur du fil si on veut, et notre champ magnétique. Si on oublie l'aspect vectoriel, la formule va donc être IL fois B fois le sinus entre L et B, donc ça c'est le courant, ça c'est la longueur du fil. Évidemment, plus le fil est long, plus que j'ai d'électrons, si on veut, qui sont disponibles pour subir une force magnétique. Donc la force magnétique sur un fil va être dépendante de la longueur du fil, du champ magnétique, et de l'angle entre le fil et B. On sait que dans la version précédente, chapitre 41, c'était l'angle entre V et B. Étant donné que L va être un vecteur qui correspond à la longueur du fil, si on ferait encore avec le vecteur vitesse, le vecteur vitesse serait dans le même sens que l'orientation, que la longueur du fil. Donc ça revient à la même chose qu'à la version du chapitre 41 si on veut. Bon, il faut l'utiliser là pour se pratiquer. Je vous rappelle qu'il y avait un aspect vectoriel, un produit vectoriel, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une règle de main droite qui va être légèrement modifiée. La main, au lieu d'être V, le vecteur vitesse, ça va être remplacé par, Séguin parle d'un vecteur L. Moi, je vais plutôt avoir tendance à dire qu'on le remplace de toute façon par I. Parce que I, même si ce n'était pas un vecteur, on le représentait sous forme d'une flèche. Puis dans le fond, le vecteur L utilisé par Séguin, ben, c'est un vecteur qui est dans le même sens que le I. Okay? Donc notre main, notre bras va être placé selon I. Évidemment, on peut voir ça aussi comme une vitesse parce qu'il y aurait des charges positives qui se déplaceraient dans le même sens que ça. Fait que pour ça, je dis que ça revient un peu au chapitre 41. Nos doigts vont être pliés comme le B, comme avant, et le pouce va me donner la force magnétique sur le fil. Et on peut le faire pour un fil droit. On va voir aussi qu'on peut le faire pour un fil qui a une orientation quelconque. Il s'agit d'imaginer que je vais de P à Q de toute façon, que je pourrais avoir un fil équivalent pour circuler de P à Q qui serait en ligne droite. C'est ce qui est montré ici, là. Il y a une équivalence entre cette situation réelle-là et une situation imaginaire. Je peux imaginer que ce fil-là est remplacé par lui, puis j'arrive exactement au même résultat. Vous voyez, le FM qui a été dessiné, c'est le FM qu'il y aurait eu sur un fil qui aurait été en ligne droite. Il y a un FM qui existerait partout le long du fil. Il y a des contributions qui pourraient être dans un sens puis dans l'autre quand l'orientation change, mais ce qui arriverait, c'est que les orientations, il y a des orientations qui s'annuleraient. Puis globalement, la force magnétique résultante qui resterait serait la force magnétique qui aurait existé sur un fil qui aurait été en ligne droite. Et c'est le seul concept et la seule formule
qu'il y a dans le chapitre 42 pour la partie correspondant à la section 4.3 de ces gains.